Réunion première. Réunion première. Le grand oral. Le grand oral. C'est une longue période électorale qui s'ouvre avec dans quelques mois des choix décisifs pour notre avenir. Qui pour nous gouverner pendant les 5 années qui viennent? Quelle politique, quel programme pour la France et pour la Réunion? Bientôt vous serez appelés à choisir et nous sommes là, nous journalistes, pour vous y aider en interrogeant les prétendants, en décortiquant leurs propositions, en leur demandant des précisions sur leur programme et sur leurs idées. C'est dans cette optique que démarre aujourd'hui l'émission Le Grand Oral de Réunion Première qui proposera entre autres aux candidats à l'élection présidentielle de répondre aux questions de plusieurs journalistes de la presse réunionnaise. La première invitée de ce Grand Oral, c'est Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à la présidence de la République. Madame Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Merci de poursuivre votre marathon médiatique réunionnais en venant inaugurer cette nouvelle émission. Pour vous interviewer dans ce studio, Guillaume Kempf du quotidien de la Réunion, bonsoir. Bonsoir. Et Jérôme Talpin du journal de Lille, bonsoir. On est ensemble jusqu'à 19h. Là, on vous propose de structurer cet entretien en plusieurs parties avec d'abord votre stratégie de campagne dans les Outre-mer, votre programme économique et social pour la Réunion et pour la France, votre conception du vivre ensemble et enfin comment et avec qui vous pourriez gouverner. Après quelques mois de silence médiatique, vous avez presque démarré ici, redémarré ici à La Réunion, en tout cas une nouvelle étape dans votre campagne. Pourquoi ici à La Réunion? Est-ce que c'est un bon terrain de campagne pour vous? Non, c'est pas la question. Ici à La Réunion, parce que je pense que c'est en cohérence avec le projet économique qui est le mien. Vous le savez, je l'ai beaucoup travaillé depuis 2012 et il tourne autour de cette grande politique stratégique de la mer que je veux voir choisir par les Français. La première grande politique stratégique, en fait, depuis la conquête spatiale ou le choix du nucléaire, depuis, il n'y a plus rien eu qui était susceptible d'apporter une vision économique nouvelle, des débouchés économiques nouveaux pour notre pays. Nous avons un domaine maritime, certains aujourd'hui le deuxième, certains pensent et espèrent qu'il sera le premier, et c'est la raison pour laquelle inclure et mettre l'outre-mer au centre de cette grande politique stratégique de la mer m'apparaissait être une évidence. Le score du Front National à La Réunion, les scores sont en évolution, 10%, autour de 10% en 2012, lorsqu'il s'agit de scrutins nationaux, mais reste très en dessous des scores réalisés dans l'Hexagone pour les élections locales, en dessous de 3% pour les dernières régionales. Comment vous l'expliquez? Bon, d'abord, il y a incontestablement une vie politique locale qui est cadenassée. On ne va pas se raconter des histoires, tout le monde le sait. Et donc, il est extrêmement... Bon, c'est cadenassé, voilà. Il y a un milieu avec des responsables politiques qui sont toujours les mêmes, qui tiennent des municipalités, des départements, des régions. C'est assez difficile de mettre le pied dans la porte lorsqu'on n'a pas d'implantation locale précédente. Mais ça ne dure jamais. Il y a bien un moment, si vous voulez, où les résultats nationaux finissent par infuser au niveau des territoires et permettre à, je l'espère demain, à des maires Front National de faire leurs preuves, parce que c'est ça que je veux, c'est que les Réunionnais soient capables de découvrir ce qu'une gestion d'un maire Front National est capable de faire, comme en métropole ils ont réussi à le faire. Vous voulez dire qu'on empêche des candidats FN de se présenter dans les collectivités locales? Non, je dis pas ça. Je dis que voilà, il y a des accords, il y a entre les responsables politiques, il y a des responsables politiques qui sont installés bien souvent depuis longtemps et qu'il est difficile quand on n'a pas une structure ancienne de pouvoir, encore une fois, ce que j'appelle mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire réussir à faire élire la première personne qui sera capable de démontrer que nous sommes des gens non seulement extrêmement sérieux, mais bénéfiques, y compris sur le plan des gestions, par exemple, municipales. C'est pas d'ailleurs extraordinaire que ce soit le cas, puisque en métropole, c'est aussi difficile, on peut le dire. Hein. On a eu un déficit d'implantation locale, et donc nous avons en réalité eu 12 municipalités cette fois-ci, mais nous n'en avions pas eu depuis très longtemps. Et voilà, après, il y a les départements, les régions, et tout ça, ça permet d'ouvrir la fameuse porte dont je parlais. Justement, dans votre programme, qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez un État plus centralisateur dans ses relations avec les collectivités locales ou plus de décentralisation, plus d'autonomie, le mouvement qui est en cours depuis plusieurs décennies? Oui, mais la réalité, c'est que cette décentralisation, elle a été effectuée de manière totalement anarchique. Elle a coûté une fortune. Moi, je me souviens encore des rapports de monsieur Seguin à la Cour des comptes en disant que ça coûtait 4 milliards d'euros par an et qu'à chaque fois qu'on avait transféré des compétences, non seulement ces compétences
compétences n'avaient pas été transférées de manière franche, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des multiplicités de compétences partagées et donc avec des multiplicités de budgets qui s'entrecroisaient. Ça a entraîné un surcoût. Donc moi, je ne suis pas pour faire un retour obligatoirement en arrière, mais je veux que les compétences des uns et des autres soient clairement délimitées. Voilà, il faut que la municipalité sache clairement de quoi elle s'occupe, que le département sache clairement de quoi il s'occupe et que chacun n'essaye pas d'élargir son influence politique en marchant sur les pieds des autres, parce que quand on marche sur les pieds des autres, on dépense de l'argent supplémentaire. De surcroît, pardon, et je sais que vous me pressez, mais nous avons une vision... On a quand même que pardon, oui, c'est vrai, minutes. nous avons une vision qui est différente des autres. Notre vision de l'organisation territoriale, c'est commune, département, nation, et les autres, c'est communauté d'agglomération, région, Europe. Donc vous voyez, nous n'avons pas la même grille d'organisation territoriale. Vous avez commencé à évoquer votre programme et la place de la mer. Vous avez l'intention de créer, si vous étiez élu, un grand ministère de l'outre-mer et de la mer. Alors on est une île, mais de là à vouloir mélanger les questions de pêche et les questions liées à la mer et celles de l'outre-mer, est-ce que c'est pas un peu risqué ? Mais c'est pas la mer. Alors d'abord, la mer, c'est pas que la pêche. Alors ça, c'est la vision ancienne. Moi, j'ai une vision moderne. Je me projette dans l'avenir. La mer, ce sont des débouchés absolument considérables dans l'énergie, certes dans les ressources halieutiques, dans la nanotechnologie, oui, dans les ça nodules. Concerne aussi la Bretagne et la Corse. Dans les nodules polymétalliques. Mélandes. Oui, bien sûr, monsieur, mais sauf que l'outre-mer, c'est 97% de notre espace maritime. Vous voyez, donc c'est à peu près normal quand même que ce soit autour de l'outre-mer que l'on construise cette grande politique stratégique qui nécessite, c'est incontestable, des investissements, qui nécessite, c'est incontestable, des infrastructures, qui nécessite que l'État stratège aux côtés, bien entendu, des collectivités et des pays d'outre-mer, puisse apporter les moyens d'universités, des métiers de la mer, qui, je le souhaite et je l'espère, permettra un très grand développement économique de l'outre-mer, et puis aussi à la jeunesse d'outre-mer de se projeter dans des métiers qui seront ces métiers de la mer et qui seront accompagnés par l'État stratège. Ça, effectivement, vous avez beaucoup de projets sur la mer, mais on s'aperçoit que ce sont des projets qui coûtent très cher. Oui. Notamment à Saint-Denis, il y avait un projet de climatisation par eau de mer venant des profondeurs. On s'aperçoit que c'est trop coûteux et que c'est pas du tout rentable. Est-ce que vous avez des déclarations d'intention ? Est-ce que vous avez chiffré tous ces programmes ? Ça s'appelle la recherche. Je veux dire, quand on fait de la recherche sur les énergies renouvelables, moi j'ai cru en l'hydrogène en 2004. Personne n'y croyait. Voilà, il se trouve que la recherche m'a donné raison et qu'aujourd'hui on va probablement aller vers l'hydrogène plutôt que vers l'électricité. Bon, ça c'est la recherche, mais je crois que pour trouver il faut chercher et il faut développer encore une fois et avoir une vision stratégique. Moi je veux être présidente de la République, donc je suis là pour impulser la grande vision qui doit être celle de la France. Et moi je dis que la vision de la France sera maritime. Voilà, ça n'a jamais été fait et je le rappelais ce matin chez un certain nombre de vos confrères, ça date pas d'hier puisque je citais une déclaration de Richelieu qui disait que les larmes des souverains auront le goût salé de la mer qu'ils ont ignorée. Ça veut dire que la France ne s'est jamais tournée vers la mer, ça a toujours été un pays terrien, c'est un choix qui a été fait par nos différents dirigeants. Je crois qu'aujourd'hui nous avons une capacité exponentielle d'extension. Déjà, certains pays partent dans ces domaines-là. Faut pas croire. La Chine part dans ce domaine. Les États-Unis sont très intéressés par ce sujet de la mer. Ne soyons pas les derniers à réagir alors que nous sommes assis sur un trésor. Justement, vous disiez, c'est pas nouveau. Nous, vu de notre chapelle, on a un peu l'impression que c'est toujours les mêmes recettes qu'on nous sert depuis 30 ans, c'est-à-dire des zones d'investissement prioritaires, donc de la défisque, de l'économie de la mer, on voit toujours rien venir. On est toujours un petit peu sur les mêmes recettes. Un grand ministère de l'Outre-mer, on est toujours sur des recettes qui ne fonctionnent pas. Vous avez raison. Moi, ça fait 20 ans que j'entends dire qu'il faut arrêter l'immigration de la part de tous ceux qui se sont présentés aux élections. Ça fait 20 ans que j'entends dire qu'on va lutter contre l'insécurité en réarmant la police, sauf qu'ils ne l'ont jamais fait. Là, c'est pas le sujet qui concerne la Réunion. Par rapport à la Réunion, ce qu'on entend, c'est effectivement le rôle de la défiscalisation dans la création d'emplois. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu. Mais si, quand même, la sécurité, ça concerne la Réunion. L'immigration, ça concerne la Réunion. Très peu. C'est vous qui le dites, mais moi, c'est pas ce que me disent les gens que je rencontre. De l'immigration à la Réunion. Non, mais ce n'est pas ce que me disent les gens que je rencontre. Il n'y a pas de sujet sur l'immigration à la Réunion. Eh ben, écoutez, vous avez l'air d'être très affirmatif. En termes de chiffres. Alors, moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de problématiques migratoires et qui s'inquiètent d'une augmentation de l'immigration à la Réunion. Vous voyez, on ne doit pas fréquenter les mêmes personnes. Il n'y a pas de. Je ne sais pas si vous avez des chiffres. Beaucoup de personnes entre des gens qui
qui sont français, c'est-à-dire qui viennent d'un autre département qui s'appelle Mayotte, qui viennent s'installer à La Réunion et que certains considèrent comme encore des immigrés. Non, je crois pas. Je pense qu'il y a des gens qui voient un petit peu plus loin que le bout de leur doigt ou de leur nez et qui se rendent compte que la pression migratoire que fait peser les Comores, notamment sur Mayotte, entraîne un effet domino, c'est-à-dire pousse un certain nombre de Mahorais de plus en plus importants à quitter Mayotte, où ils pensent qu'il n'y a plus d'avenir parce que c'est le chaos, pour venir se réfugier à La Réunion. On voit bien que tout ça entraîne des déséquilibres. C'est pas un problème d'immigration à La Réunion. Non, mais je réponds à cette question-là. Il y a d'autres questions, et l'outre-mer, je suis désolé, la Guyane est tout à fait au centre des problématiques d'immigration. La Martinique a des problèmes d'immigration. La Guadeloupe a des problèmes d'immigration. Donc, je veux dire, il y a des portions importantes de l'outre-mer qui commencent à se rendre compte que l'on ne peut pas en même temps réclamer et c'est justifier la solidarité nationale et en même temps faire preuve d'une générosité sans limite. On ne peut pas quand même comparer la situation à La Réunion avec celle de la Guyane et des Antilles. Bien sûr que non, mais il ne s'agit pas de faire un parallèle absolu et de mettre un trait d'égalité, mais ce sont des problèmes qu'il faut anticiper, parce que quand on ne les anticipe pas, le jour où on se réveille, c'est souvent un peu tard. Je reviens à votre programme sur le développement économique. On a quand même du mal à voir, donc dans ce que vous disiez par rapport à l'économie de la mer, comment ça peut répondre aux enjeux de La Réunion, qui est confrontée à un taux de chômage de 30%. On a quand même du mal à se dire qu'il y a 120 000 chômeurs qui vont commencer à bosser dans la croisière et les modules polymétalliques. Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort, parce que moi je pense que vous avez tort, parce que moi je pense que encore une fois, lorsque on lance une politique telle que celle-là, évidemment, elle se fait pas en un an. Moi, je viens pas raconter n'importe quoi sur votre antenne. Quand des grandes politiques stratégiques telles que celle-là, elles se déroulent sur plusieurs années, mais elles créent évidemment des métiers secondaires. Elles créent des sous-traitants. Donc, je suis navré de vous dire que non, je pense que c'est vraiment un axe extrêmement sérieux de développement de l'emploi. Maintenant, il va falloir aussi arrêter ce qui tue nos activités d'aujourd'hui. Notamment, je pense à l'agriculture. Il est évident que si on continue à laisser nos agriculteurs en concurrence avec des pays dont les productions sont inférieures de 30 à 40% vous pensez à la canne à sucre en coût, il est évident que ces filières-là vont mourir. Voilà, donc il faut protéger l'existant, mais il faut se projeter vers l'avenir. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau, je veux dire, pour l'outre-mer que d'être capable de se projeter dans l'avenir et de s'envisager comme étant central dans une politique stratégique. S'il s'agit de laisser l'outre-mer avec l'image qu'ont véhiculé les responsables politiques depuis des années, à savoir, voilà, c'est joli, il y a des palmiers, mais ça nous coûte une fortune, je suis désolé, c'est pas la vision que j'ai. Alors chez nous, il y a des palmiers, mais il y a aussi de la canne à sucre. Elle est éventuellement en danger, puisque, on le sait, les quotas arrivent à terme en 2017 pour être remis en question. La canne à sucre qui est aidée, subventionnée par l'Europe, par la France, et elle risque d'être mise en concurrence au niveau mondial. Comment est-ce qu'on la protège, en sachant qu'on l'exporte aussi, on défend nos productions. On l'a vu à de multiples reprises. Enfin, moi, je suis député européen. Je veux dire, tous les jours, je suis confronté à la soumission de nos partis politiques UMP et PS face aux exigences de l'Union européenne. Moi, je m'oppose à cette politique du libre-échange total qui fait qu'on signe régulièrement des accords de libre-échange avec des pays qui sont d'ailleurs des concurrents directs de nos productions et parfois des très, très gros et difficile concurrent. Je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande. Le TAFTA, le traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, vient manifestement de subir un coup de frein. Tant mieux, nous luttions contre grâce à l'élection de Donald Trump. Le CETA, l'accord avec le Canada. Je veux dire, on met en place les conditions de notre propre disparition. Moi, je dis qu'il faut faire exactement l'inverse. Il faut faire du patriotisme économique, il faut faire du protectionnisme intelligent. Il faut que nous puissions venir au soutien, y compris par des aides directes de l'État, ce qui est interdit en l'État par l'Union européenne, au soutien de filières qui sont soit fondamentales en termes d'emploi, soit qui sont essentielles en matière stratégique, c'est-à-dire notamment d'indépendance alimentaire. L'intégralité de l'agriculture française est en train de mourir, je vous le dis. Il n'y a pas que, hélas, la filière canne à sucre. On a un outil ici qui permet de faire un peu de protectionnisme, qui s'appelle l'octroi de mer. Guillaume Kemp, vous avez une question? Oui, j'étais un peu interpellé par votre proposition sur l'octroi de mer, qui est donc qui est d'une sorte
sorte de préférence nationale sur l'octroi de mer, donc de ne plus réserver l'octroi de mer à l'ensemble des produits qui arrivent à La Réunion, mais d'en exclure les produits qui arriveraient de France. À La Réunion, on est extrêmement dépendant de tout ce qui provient de France. Est-ce que le fait de faire cette distinction, ça ne balayerait pas toute notre économie locale? Non, moi ce que je veux, c'est changer en réalité le mode de financement des collectivités locales. C'est ça. Parce que je vais vous dire, on va se parler très franchement. Vous donnez aux collectivités locales le soin, c'est elles qui sont bénéficiaires de l'octroi de mer, d'accord? Et vous leur donnez le soin de déterminer le taux et le périmètre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Il se passe ce qui se passe aujourd'hui, à savoir que l'octroi de mer ne cesse d'augmenter et que son périmètre ne cesse de s'élargir. Or, il ne répond plus aujourd'hui à ce pourquoi au départ il a été créé, c'est-à-dire éviter quelques productions locales. C'est-à-dire, non mais certes, au milieu de tout cela, il avantage quelques productions locales, mais c'était normalement son objectif principal, c'était précisément d'éviter la concurrence déloyale et protéger les productions locales contre les productions étrangères. Bon, il faut lui rendre cet objectif-là exclusivement. Et qu'est-ce que je dis? Je dis pourquoi est-ce que les collectivités locales de La Réunion ne sont pas financées de la même manière que les collectivités locales métropolitaines? C'est ça la question que je pose. Pourquoi? Parce que regardez dans quelle situation nous nous trouvons. Les Réunionnais payent des impôts. Ces impôts vont dans le pot commun de l'État. L'État paye des dotations globales pour financer, pour permettre le fonctionnement des collectivités locales. Bon, ça, jusque-là, tout le monde me suit. Mais à La Réunion, en plus, la population non seulement paye des impôts pour financer cela, mais de surcroît, elle est obligée de subir les conséquences de l'octroi de mer, dont vous seriez les seuls à me dire qu'elle ne contribue pas. Enfin, elle ne paye pas la TVA, si, quand même. Pas aussi importante que. Oui. Oui, d'accord. Donc, Madame Le Pen, il n'y a plus de protection de la production locale. C'est ce que vous êtes en train de dire, que c'est une victime collatérale de cette réforme fiscale. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis, je laisse l'octroi de mer et je le recentre sur son objectif principal qui est précisément la protection des productions locales. Donc il n'existera d'octroi de mer que sur les produits qui rentrent en concurrence avec les productions locales. Pour le reste, je ne vois vraiment pas pourquoi, alors que La Réunion est un département et qu'on est censé quand même aller vers une égalité, je ne vois vraiment pas pourquoi les Réunionnais seraient obligés de se voir payer une taxe supplémentaire sur des produits qui viennent de France. Je ne vois pas pourquoi, comme on me l'a raconté il y a encore peu de temps, sur une voiture de 40 000 €, il y a 20 000 € d'octroi de mer. Je ne comprends pas pourquoi, et je pense que c'est ça qui contribue à la cherté de la vie, aux 30 ou 35% de vie plus chère ici qu'en métropole. Je pense que c'est cette vie chère qui en réalité a été à l'origine des surrémunérations, qui lui-même est un dispositif qui en réalité contribue à l'inflation du coût de la vie. Donc essayons de briser ce cercle vicieux et essayons, en luttant contre la vie chère, de pouvoir revenir à un fonctionnement qui m'apparaîtrait plus normal. Le financement des collectivités, on le remplace comment? On remplace par une dotation globale de fonctionnement comme les métropoles françaises. Donc par des impôts. Mais comme les métropoles françaises. Mais les Réunionnais payent déjà des impôts. Je veux dire, donc, comme les métropoles françaises, et je veux dire, ce qu'il resterait de l'octroi de mer, c'est-à-dire la portion qui permet de protéger les productions locales, on pourrait très bien en faire un fonds d'investissement, parce que on n'est jamais, évidemment, en manque de nécessité de financement d'investissement sur l'île, qui est un territoire économique contraint quand même et qui a évidemment des désavantages par rapport à la métropole du fait de la contrainte territoriale. Il faut en tenir compte. Il est 18h35. Marine Le Pen est l'invitée du Grand Oral Réunion Première avec Le Quotidien et Le GIR. Vous évoquez souvent dans vos discours l'état catastrophique dans lequel se trouverait la France. Vous évoquez le poids de sa dette, le déficit budgétaire. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Est-ce qu'on diminue le nombre de fonctionnaires? Est-ce qu'on les fait travailler plus, comme le propose par exemple François Fillon? Non mais vous m'enfermerez pas dans ce débat entre ultra-libéraux et ultra-libéraux, si vous voulez. Vous m'enfermerez pas là-dedans. Vous vous situez où, vous? Moi, je me situe dans le patriotisme économique. Je me situe dans le refus de me voir imposer par l'Union européenne des politiques d'austérité. Donc ça veut dire qu'on peut laisser courir le déficit? Non, mais pardon, qui ont démontré... Parce que courir le déficit, mais M. Fillon, qui vient nous expliquer que le déficit, c'est affreux, il a fait 600 milliards d'euros de déficit en 5 ans. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Oui, mais enfin, c'est un champion du monde, en l'occurrence, il sait de quoi il parle. Bon. Oui, alors, en l'occurrence, c'est votre programme. Voilà. C'est votre programme qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, mais... Comment est-ce que vous feriez? Non mais d'accord, je vous explique que l'Union européenne a mis en place une idéologie économique qui nous a
tué sur le plan de l'économie française. C'est une certitude. Le nombre de secteurs économiques qui meurent de la concurrence internationale déloyale n'a jamais été aussi important. Des secteurs économiques entiers ont disparu. La chaussure, la lunette, le jouet, le brin, etc. Donc, est-ce qu'on continue comme cela avec ces accords de libre-échange, ou est-ce qu'on dit nous devons protéger nos entreprises françaises, nous devons donner un avantage aux entreprises françaises dans l'accès au marché public. En attendant que cette politique puisse porter ses fruits et remplir les caisses, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réduit le train de l'État actuel? Est-ce qu'on réduit le nombre de fonctionnaires et est-ce qu'on les fait travailler plus? Mais je vous ai presque déjà répondu tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où vous rentrez... Pris alors votre réponse. C'est pas grave, je vais vous la réexpliquer. À partir du moment où vous redonnez des compétences très précises à chacune des collectivités, par définition, vous allez éviter le surcroît de fonctionnaires territoriaux auquel on a assisté au cours des dernières années. Parce que c'est ça le Donc problème. On ne remplace pas les départs c'est à pas la la fonction publique d'État, c'est pas la fonction publique hospitalière qui pose un souci. Ou plutôt si, elle pose un souci parce qu'il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de policiers. C'est le poids qu'a pris la fonction publique territoriale dans la fonction publique générale qui pose un souci. Et le seul moyen, c'est encore une fois que chaque collectivité sache précisément de quoi elle est chargée, qu'elle arrête de marcher sur les pieds de la collectivité voisine pour faire du clientélisme et autres bonnes habitudes politiques. Moins d'embauches et moins d'emplois dans les mairies locales. Vous proposez un État plus fort, des allégements de charges. On a quand même du mal à voir à quel moment vous faites des économies dans votre programme. Écoutez, je vais vous le dire. Déjà, si nous sortons de l'Union européenne, c'est 9 milliards d'économies par an qu'on va faire. C'est déjà pas mal. Deuxièmement, il y a la fraude sociale. C'est 20 milliards de fraude sociale. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est un rapport du Sénat. Rien n'a été fait pour lutter contre la fraude sociale. Même pas la carte vitale biométrique, qui était quand même la première des choses à mettre en œuvre et la plus simple pour pouvoir lutter contre les abus que chacun connaît. La décentralisation anarchique a elle aussi, je vous le disais, coûté énormément. En l'occurrence, 4 milliards d'euros par an. L'aide médicale d'État, c'est plus d'1 milliard d'euros par an. Croyez-moi, les sources d'économie, elles sont multiples, sans compter celles que nous n'avons pas encore détectées. Parce que je peux vous dire que quand Steve Briouat est arrivé à la mairie d'Hénin-Beaumont, voyez-vous, à la tête d'une ville en faillite, puisque son prédécesseur avait ruiné la ville, eh bien, il s'est attelé à un audit et il a trouvé des sources d'économie considérables, au point qu'au bout de 18 mois seulement, il a réussi à baisser les taxes réclamées à ses administrés. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut faire des choix. Moi, je ne prendrai pas en charge toute la misère du monde. Moi, je considère que les logements sociaux doivent être réservés aux Français. Je pense que les dizaines de milliers de migrants qui arrivent notamment et qui se déversent en Europe et qui arrivent en France, eh bien, on leur trouve des logements sociaux. Je pense que ces logements sociaux, ils doivent être réservés aux plus faibles des Français. Voilà, ce sont des vrais grands choix. On peut être en désaccord, mais moi, au moins, pour moi, les choses sont claires. Je suis pour le patriotisme économique, je suis pour la priorité nationale. Je pense que nous n'avons plus les moyens d'accueillir 200 ou 300 000 immigrés par an, alors même que nous avons 7 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Vous en prenez souvent aux migrants, et notamment je m'en prends à l'immigration. Dans une campagne actuelle où vous soulignez la difficulté de certains Français. Pourquoi pointer du doigt ces gens qui souvent sont en grande détresse? Ils viennent chez nous comme étant responsables de nos problèmes. La France est capable de perdre des milliards dans l'évasion fiscale. Les plus riches s'enrichissent encore. Pourquoi est-ce que vous pointez systématiquement du doigt les migrants? D'abord, je ne pointe jamais du doigt les personnes. Dans votre campagne, on sent bien quand même que c'est leur faute. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors que si c'est ça que vous avez entendu, merci de me permettre d'être plus clair. C'est ça qu'on ressent quand on voit ces Les ces seuls affiches, responsables de l'immigration, ce sont les responsables politiques qui ont autorisé l'immigration de masse. Vous jouez sur la peur quand même dans ces campagnes. Non, je ne joue pas sur la peur. Je ne joue pas sur la peur. Je laisse ça à mes adversaires qui jouent sur la peur du Front National depuis bien longtemps. Les seuls responsables, ce sont les politiques qui ont accepté d'ouvrir les frontières et qui, effectivement, dans une forme de priorité étrangère, trouvent toujours les moyens financiers pour prendre en charge une immigration toujours plus importante. Ils trouvent toujours les logements sociaux qu'on n'arrivait pas à trouver la veille. Eh bien, pour les migrants, on arrive à les trouver. Ben oui, je suis désolé, mais vous parlez de l'immense misère de ces personnes. Eh bien, moi, je parle de l'immense misère des Français. Et moi, je me sens comme responsable politique française en
charge du bien-être, de la sécurité, de la prospérité des Français. Alors peut-être est-ce que je manque d'ambition, mais je me limiterai à celle-là. Ou d'empathie. Non, pas d'empathie, car votre empathie, elle est toujours envers les mêmes. Vous voyez, parce que moi, j'entends pas beaucoup d'empathie à l'égard des Français. J'entends pas beaucoup d'empathie à l'égard des mères de famille qui élèvent seuls leurs enfants et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. J'entends pas beaucoup d'empathie pour les 1,5 million de foyers qui attendent un logement social depuis des années et qui n'arrivent pas à les obtenir. Systématiquement migrants et Français en difficulté. Je suis responsable, moi, des Français. C'est à eux que je m'adresse. C'est devant eux que j'ai une responsabilité. C'est eux et eux seuls, encore une fois, dont je réclame d'être chargé. Voilà, je suis logique avec moi-même et c'est vrai que mon patriotisme m'oblige à avoir de l'empathie d'abord pour les miens avant, hélas, d'en avoir pour les autres. Les migrants, on les met pas dans les logements sociaux. On sait très bien qu'ils vont dans des CTU désaffectés. Très bien, à la place des étudiants, c'est parfait. Non, j'ai pas dit ça. J'ai des CTU désaffectés et notamment des centres qui sont réhabilités. On a bien vu que les migrants ne sont pas dans les logements sociaux. Mais vous plaisantez, j'espère. Non. Mais vous plaisantez. Ils sont là actuellement, on vient d'en mettre dans 1200 villages de France. Vous croyez que dans 1200 villages de France, il y avait des casernes vides et il y avait des gens personnes qui non, pas du tout, monsieur, pas du tout. Et on a même, je vais vous dire mieux, peut-être vous ne le savez pas, on a même réquisitionné des centres de vacances pour enfants, alors même que l'on ne sait même pas comment on va faire lors des vacances, parce qu'il faudra demander aux migrants de repartir pour que les enfants puissent aller en colonie de vacances. C'est pas vrai. On les a mis dans des centres d'hébergement d'urgence qui normalement sont réservés aux SDF, qui normalement sont réservés aux femmes battues. Non, on les met partout, enfin plutôt ils les mettent partout où ils peuvent les mettre, sans d'ailleurs s'apercevoir de l'appel d'air que ça représente. Non mais d'accord, mais on parle pas de millions de personnes là quand même. On est quand même. Manquerait plus que ça. Il y en a quand même très peu par rapport à l'Allemagne. Non mais écoutez, ne me donnez pas l'exemple de l'Allemagne, parce que l'Allemagne est en train précisément d'abord de nous expliquer qu'ils ont perdu la trace du demi-million de personnes qu'ils ont accueillies chez eux. C'est vrai qu'avec Schengen, comme il n'y a plus de frontières, on peut les retrouver dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne, mais il y a en plus de ces nouvelles vagues de migrants, il y a 200 000 étrangers par an qui rentrent en France légalement. Il y a à peu près 100 000 étrangers clandestins qui entrent en France chaque année. Mais vous vous rendez compte de ce que ça représente? Et vous vous rendez compte du poids financier que représente la prise en charge de la santé, la scolarité? Ça reste moins important que la fraude fiscale. Vous savez aussi, il y a des études économiques très sérieuses, hein, pas très orientées. Non, pas très sérieuses. C'est l'université de Lille, croyez-moi, c'est pas très sérieux. Attendez, laissez-moi poser ma question. Je sais de quoi vous allez me parler, c'est pour ça. Non, il y a des études qui montrent que l'immigration a un effet positif sur la croissance en France, et notamment pour des secteurs très particuliers qui sont la restauration et le BTP. Pour vous, c'est des... Non, j'ai dit notamment, j'ai pas dit... Mais oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous, c'est des inepties. Non, mais c'est pas que ce sont des inepties, c'est ignoble. Parce qu'en fait, de quoi on parle, cher monsieur? On parle de la délocalisation sur place. C'est-à-dire que l'immigration sert à peser à la baisse sur les salaires. Et on se dit, comme on n'arrive pas à trouver des gens qui sont payés avec un lance-pierre, c'est pas grave, on va faire venir des immigrés qui, eux, vont travailler avec des salaires qui sont dérisoires, dans le BTP, dans la restauration. Vous croyez que c'est cette vision-là que j'ai de la société, moi? Mais je ne veux pas de cela. Mais vous avez d'ailleurs, mais monsieur, mais c'est faux. D'ailleurs, je vais vous dire, il n'y a pas un responsable politique qui va vous dire, l'immigration, ça fait de la croissance, il faut donc plus d'immigration. C'est ça en fait la réalité. Eh bien je ne crois pas cela. Je crois que c'est un poids qui est considérable, en partie d'ailleurs un poids financier qui est en partie camouflé parce qu'évidemment l'étendue des déséquilibres est très important. Et je vous signale d'ailleurs que si l'Allemagne a fait venir des migrants syriens, c'est exactement pour ça, c'était pour peser à la baisse sur les salaires, parce que les salariés d'Europe de l'Est qu'ils avaient fait venir dans les dernières années devenaient trop chers. Et donc il faut toujours aller dans cette espèce de course à celui qui acceptera d'être payé le moins en arrivant jusqu'à l'eurojob, c'est-à-dire le job payé 1 euro de l'heure. C'est ça la vision que portent nos responsables politiques. En tout cas, c'est pas la mienne. Il est 18h45, Marine Le Pen est l'invitée du Grand Oral. Réunion première avec Le Quotidien et le GIR. Je voudrais qu'on revienne un petit peu à la Réunion. Vous êtes prononcé pour une priorité locale à l'embauche. Expliquez-nous comment est-ce que on peut en même temps défendre du nationalisme et du régionalisme. Comment est-ce que ça s'articule? Est-ce que vous pourrez faire une différence entre les Français suivant l'endroit où ils sont nés? Non mais écoutez, d'abord j'ai répondu à un débat que je n'ai pas engagé ici, qui a été engagé par d'autres que moi, sur la priorité... qui est un débat important à La Réunion. Un débat sur la priorité régionale. Je me limite d'ailleurs au cas spécifique
de l'outre-mer. Parce que je pense que c'est la spécificité de l'éloignement des territoires d'outre-mer de la métropole qui justifie de réfléchir effectivement à la mise en œuvre d'une priorité régionale à l'emploi. Voilà. De manière générale, vous savez, je suis pour une priorité nationale à l'emploi, mais je pense que il est quand même plus facile d'expliquer à un jeune homme qui vit à Paris que s'il n'y a pas de boulot à Paris, il faut aller en Alsace, que d'expliquer à un jeune réunionnais qui n'a pas de boulot, bah écoute, si t'es pas content, t'as qu'à aller dans la Creuse. Voilà. Vous comprenez bien que dans ces conditions, je trouve quand même pas illégitime que les jeunes réunionnais puissent avoir une sorte de priorité d'accès à l'emploi pour pouvoir vivre sur leur île. Voilà, il faudra faire évoluer la loi, simple. il faudra faire sortir la Réunion du droit commun. Non, non, pas du tout. Il n'est absolument pas question de faire sortir la Réunion. Et la priorité locale, l'embauche pour l'instant, c'est droit pas légal. commun. Oui, d'accord. Mais encore une fois, moi, je me présente à la tête de l'État. C'est pas pour ne rien changer. C'est pour évidemment mettre en œuvre le projet sur lequel j'aurais été élu. Donc il faudra faire évoluer la loi. Mais je vous dis très clairement, il faudra même faire changer la Constitution pour mettre en œuvre la priorité nationale à l'emploi et au logement. Mais ça me pose aucun souci. Nous ferons évoluer la Constitution puisque j'aurais été élu en partie sur cette position. Guillaume Kempf. Vous avez salué dans votre interview au quotidien le vivre ensemble réunionnais en précisant tout de suite qu'il ne pouvait pas s'appliquer en métropole. Pourquoi est-ce qu'en métropole, on ne prendrait pas exemple sur le multiculturalisme à la réunionnaise? Et deuxième question, est-ce que en légiférant sur ce sujet en métropole, vous n'avez pas à avoir des dégâts collatéraux sur le multiculturalisme à la Réunion? Non. Alors moi, j'en ai discuté d'ailleurs longuement. Je suis resté 1 heure avec Monseigneur Aubry de ce vivre ensemble, donc je me suis réjoui, qui est une spécificité locale pour le coup, qui est lié aussi à l'histoire de la Réunion, où il n'y a pas, personne n'était là avant les autres, et où en quelque sorte chacun a contribué à construire la Réunion, son économie, et a contribué à son histoire. Effectivement, la situation est très différente, mais de manière générale, ça peut pas être un modèle. J'ai envie de vous dire, de manière générale, pour l'instant, je le dis clairement, l'outre-mer est pour l'instant préservé du fondamentalisme islamiste, à peu près. À peu près, même si à la Réunion, il y a autant de signalements ici que dans d'autres départements. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en 2015, il y avait plus de signalements à la Réunion qu'il n'y en avait à la Guadeloupe, à la Martinique et même à Mayotte d'ailleurs. Mais disons que dans l'ensemble, l'outre-mer est à peu près préservé de la poussée du fondamentalisme islamiste. C'est pas du tout le cas en métropole. Est-ce que c'est pas justement ce modèle qui permet ça? Les chiffres ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est pas notre modèle multiculturel qui permet justement d'éviter l'avancée de ce fondamentalisme? Non, je crois pas du tout. Et surtout rester quand même vigilant parce que lorsque je vois que l'Arabie Saoudite investit massivement dans les Comores, je pense pas que ce soit pour faire de l'humanitaire. Je vous le dis franchement. Oui, mais je pense que du modèle réunionnais. Non, mais je pense que l'Arabie Saoudite est capable. Non, mais sur cette question du modèle réunionnais, en quoi est-ce que il ne pourrait pas être exporté? Vous n'allez pas faire un concours de celui qui va me couper le plus souvent la parole. Non, parce que vous parlez de l'Arabie Saoudite. Vous avez déjà gagné, je crois, en l'occurrence à Réunion Première à la télévision. Donc laissez-moi terminer. Gouverner, c'est prévoir, d'accord? C'est pas dire aujourd'hui il pleut. Voilà, gouverner, c'est prévoir. Or, moi, je vois que l'Arabie Saoudite investit massivement dans les Comores. Je crains qu'ils en fassent une base de développement de leur idéologie, qui est une idéologie mortifère. Je crains que Mayotte soit contaminée par cette idéologie. Je crains que la Réunion puisse voir arriver, ce qui a déjà été le cas en 2015, des gens qui seraient radicalisés et qui chercheraient à faire pression ou à recruter au bénéfice de cette idéologie. Je dis, il faut être, en l'occurrence, prudent. Mais la question c'était, est-ce que notre modèle réunionnais ne peut pas être exporté en France? Je crois que ça n'a rien à voir, cher monsieur. En métropole, et pas en France, ici aussi on est en France, en métropole, il se trouve que nous avons subi une immigration massive, que le caractère anarchique et massif de cette immigration lors des 20 dernières années a permis le développement d'un communautarisme qui n'existe pas ici. Il n'y a que 10% d'immigrés en France, c'est pas... Qui n'existe pas. On ne peut pas parler d'invasion. Non, monsieur, ça n'est pas vrai, car il y a un nombre de naturalisations qui est considérable chaque année, qui fait devenir français des gens comme Koulibaly, comme Kouachi, permettez-moi, ça veut dire
dire qu'il n'y a aucun critère. Voilà. Ça veut dire que le droit du sol fait que, eh bien, vous devenez quasiment automatiquement français. Moi, je suis contre ce modèle. Je pense que pour être français, il faut le mériter et que quand un type comme Kouachi ou comme un type comme Koulibaly arrive à 18 ans avec un casier judiciaire long comme le bras, eh ben, à ces gens-là, il faut qu'on soit capable de dire non, monsieur, vous ne répondez pas aux critères pour devenir français. Donc, je termine ma phrase quand même. L'immigration massive entraîne le communautarisme. Et puis aussi un petit peu, il faut bien le dire, la faiblesse des responsables politiques. Le communautarisme est le terreau sur lequel prospère le fondamentalisme islamiste. C'est ça qui a fait ce cocktail dramatique, pas seulement en métropole, en Belgique, en Suède et dans un certain nombre d'autres pays européens. Et je peux vous dire que je pense honnêtement qu'ici, il n'y a pas de communautarisme. J'en ai discuté, encore une fois, avec Monseigneur Aubry. Il n'y a pas de communautarisme, il n'y a pas de revendication communautariste. Et donc, c'est l'absence de communautarisme à La Réunion qui, en réalité, permet ce vivre ensemble, permet cette cohésion de la société réunionnaise. Et ce qui a tué le cancer qu'on a laissé se développer en métropole, qui est le cancer du communautarisme, et dont dont les responsables politiques portent la responsabilité, est incontestablement un des éléments du chaos que nous sommes en train de vivre. Chacun peut vivre ici sa religion, sa culture, à côté des autres, sans que ça pose de problème. Ce modèle-là est plutôt protecteur et fonctionne plutôt bien. Et quand vous légiférez sur le voile, est-ce que ça tombe pas à plat à La Réunion, par exemple? Pardon? Si vous devez légiférer sur le voile, par exemple, est-ce que ça va pas tomber à plat à La Réunion, ou c'est quelque chose qui est accepté? Peut-être ça va tomber à plat à La Réunion. Mais La Réunion est un département français. Si la France s'effondre, La Réunion s'effondrera aussi, voyez-vous. Or, je pense que la métropole est aujourd'hui confrontée à un danger absolument majeur, qui est le développement de cette idéologie fondamentaliste. Que celle-ci s'est développée au travers de toute une série d'associations, de réseaux, de structures culturelles, bien souvent d'ailleurs financées avec l'argent public, par exemple celle des frères musulmans, et que nous devons protéger, préserver la France de cela. Nous devons le faire avec fermeté, avec autorité, avec des mesures qui trancheront radicalement avec ce qu'on a pu connaître par le passé. Et je pense que compte tenu de ce danger, chacun est quand même capable de comprendre la nécessité de prendre à bras le corps ce problème. Donc ça devra s'appliquer ici à La Réunion, le voile, les minarets, tout votre arsenal sur... Il n'a jamais été question, en l'occurrence, de supprimer des minarets. Il ne s'agit de pas en construire. Voilà, il ne s'agit de pas construire des mosquées cathédrales, comme le réclament encore une fois un certain nombre de personnes qui veulent appliquer la charia dans notre pays. C'est quand même pas rien. C'est juste une idéologie dont même la Cour européenne des droits de l'homme, qui est pourtant très compréhensive, il faut bien le dire, considère qu'elle est contraire à la démocratie. Donc on réclame des spécificités vestimentaires, puis on réclame des spécificités alimentaires, puis on réclame de pouvoir prier dans l'entreprise, et puis on réclame des jours fériés spécifiques. Moi je dis que pour préserver encore une fois la paix, il faut dire non à l'intégralité des revendications communautaristes. C'est très clair. Mon projet est très clair. Il y a quand même une différence entre réclamer des jours fériés spécifiques et la lutte contre l'islamisme radical. Oui, c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est pas tout l'islam quand même. Enfin... Non, mais c'est ce qu'on m'a expliqué depuis 15 ans. Mais la réalité, c'est que je m'aperçois que ceux qui font ces revendications communautaristes sont toujours, en réalité, ceux qui cherchent à faire avancer leurs lois religieuses spécifiques sur les lois de la République française. Et à cela, je dis, vous pouvez toujours tenter de le faire, mais si c'est moi qui suis au pouvoir, eh bien, sachez que vous n'arriverez pas à avancer d'1 centimètre. Voilà. Il nous reste à peine plus de 5 minutes. Pour appliquer votre programme, si vous êtes élu président de la République, il vous faudra une majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que vous aurez ici des candidats dans les 7 circonscriptions réunionnaises? Oui, avec la parité, monsieur. Est-ce que vous allez vous appuyer sur les cadres actuels qu'on connaît ici du Front National? Oui, mais il y aura aussi probablement... Qui pour l'instant, on l'a dit au début de l'émission, ont un peu du mal à dépasser les 3%. Il y aura probablement aussi des visages, des nouveaux visages, des nouveaux profils que vous découvrirez. Et si j'en crois l'accueil que j'ai reçu à La Réunion, je pense que nous pouvons, aux élections présidentielles, faire véritablement un très bon score. On a l'impression qu'il y a un souci quand vous, sur votre nom, vous réunissez 10-31%
à la présidentielle, les candidats locaux dépassent difficilement les 2%. Vous avez un problème pour trouver des têtes d'affiche ou des candidats crédibles, non? Non, je crois qu'encore une fois, c'est le problème de l'implantation locale. Nous avons vécu ça en métropole pendant de longues années. Et encore une fois, à partir du jour où ça se déclenche, où le pied est dans la porte, eh bien, la porte s'ouvre. Et à ce moment-là, on peut envisager un développement exponentiel de notre présence dans les collectivités, qu'elles soient d'ailleurs municipales, départementales ou régionales. Il n'y a pas aussi un souci d'image avec certains de vos représentants locaux qui à chaque fois sont très agressifs quand ils prennent la parole? On sait aussi qu'ils traînent un certain nombre de casseroles. Il y en a un qui a été évincé de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est pas un vrai souci aussi pour votre parti? Moi, excusez-moi, mais les diffamations, vous les ferez en face de la personne en question et il vous répondra. Moi, je suis incapable de vous répondre sur ces rumeurs et ces ragots. C'est pas des rumeurs, pas des ragots. En plus, je veux dire, vous connaissez les cadres locaux, quand même. Et en plus, objectivement, ça m'intéresse pas. Vous me dites, ils sont agressifs. Mais vous avez vu, non, il y a un problème de crédibilité. Non, mais est-ce que vous avez vu? Vous m'avez dit, ils sont agressifs. Non, monsieur, ils sont agressés. Ils sont agressés, ils sont pas traités comme les autres. Ça, c'est une réalité. Et quand je vois la manière dont j'ai été traité sur votre antenne télé et sur l'antenne télé de votre concurrent, eh bien, je comprends en effet qu'ils avancent dans des conditions extrêmement difficiles. Et ils défendent leurs idées politiques dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, je pense que le mieux, ce serait de permettre à l'ensemble des Réunionnais de traiter tout le monde de la même manière et de laisser les Réunionnais choisir en fonction des idées qui sont portées par les uns et par les autres. Ça, ce serait le respect, je crois, à l'égard des Réunionnaises et des Réunionnais. Guillaume Kemp. Donald Trump, qui vient d'être élu, a annoncé qu'il ne se verserait pas de salaire. Est-ce que vous allez l'imiter si jamais vous êtes élu présidente? Limiter quoi? Imiter Donald Trump. Imiter Donald Trump. Oui, enfin, j'ai pas la situation financière de Donald Trump, croyez-moi. J'aimerais bien, ça me permettrait de financer ma campagne présidentielle, puisque les banques françaises refusent de me prêter, alors qu'elles prêtent à l'UMP, au Parti Socialiste, et même à Mélenchon. Vous voyez, même lui, il a trouvé une banque. Moi, je n'arrive pas à trouver de banque française qui accepte de financer ma campagne présidentielle. Donc, voilà, je suis pas milliardaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous dénoncez souvent un système médiatique, vous l'avez fait encore il y a un instant, qui lutterait contre vous. Si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre pour que ça change? Oh, rien, vous savez, je suis très rassuré. Je pense que si nous gagnons, il y a déjà une grande partie de ce système médiatique qui probablement retournera sa veste. Il y a une question qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est sur la place du créole. Est-ce que le créole réunionnais doit prendre une place plus importante, pourquoi pas dans l'administration, dans l'éducation? Est-ce qu'il faut l'institutionnaliser un petit peu pour le protéger, pour le faire vivre? Non, je pense qu'il vit très bien précisément sans être officialisé. Je pense qu'il y a une constitution française. La langue de la République française, c'est le français. Ça veut dire qu'il est parlé dans les assemblées. Ça veut dire que les documents administratifs sont rédigés en français. Ça n'empêche pas les langues régionales d'exister. Ça n'empêche même pas qu'elles puissent être enseignées. C'est le cas en Corse, c'est le cas en Bretagne. Mais moi, je suis opposé à l'institutionnalisation des langues régionales parce que je pense que la langue est un élément de lien. Et que ça n'est pas au moment où précisément ce lien est attaqué, fragilisé, qu'il faut contribuer à le fragiliser en revenant sur cette disposition constitutionnelle. Très rapidement, Guillaume Kemp, il nous reste moins d'une minute. Oui, globalement sur votre vision de l'outre-mer, on a un retour d'un État centralisateur, on a une vision de souveraineté, de maritime. Qu'est-ce qui nous garantit, nous, qu'on va pas revenir à une certaine France ultramarine des années 60, un peu de bon temps des colonies? Mais pourquoi centralisateur? C'est faux. Moi, je pense que toutes les politiques économiques de la Réunion doivent être envisagées avec les élus locaux, avec les acteurs économiques. J'ai rencontré le président de la CCI, j'ai discuté pendant 1 heure avec le conseil municipal du tampon. Pas du tout. Moi, j'ai pas du tout cette vision-là où l'État arrive et impose. Je pense que, par exemple, ce qu'il restera de l'octroi de mer devra évidemment être évalué avec les collectivités territoriales, avec les acteurs économiques pour savoir comment protéger au mieux les productions locales de la Réunion. Non, ce que je dis, c'est que ce que je dis encore une fois, le fait de vouloir donner une dotation globale de fonctionnement n'est pas un élément de recentralisation. C'est vraiment l'heure de rendre l'antenne. Oui, merci Marine Le Pen d'avoir été Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.